file-moi de l'agneau, mon pote. Guy-Pierre Geneuil, Le Narvalo, récit. Jean-Claude Lattès, édition numéro 1, 1987. Texte de la 4e de couverture. Un narvalo en langage gitan, c'est un genre de fauve dont il faut particulièrement se méfier dans les cirques. De ceux qui regardent le ciel par-dessus les barreaux. Appliqué à un homme, le mot désigne celui qui n'a peur de rien et qui à la limite peut devenir dangereux, comme un fauve. Pour la première fois, un narvalo parle. Guy-Pierre Geneuil est gitan. Ce qu'il a vécu est un fantastique témoignage sur notre époque et sur notre histoire. Il a tout vu, tout connu. Le ruisseau de Montmartre où il est né et où Poulbeau en fait son modèle. Les camps de concentration où il sert de cobaye médical aux nazis à 8 ans. L'évasion, la survie en forêt comme Mowgli l'enfant loup. Taxi-boy pour belle américaine à 16 ans, boxeur, catcheur, homme de main des services secrets, gorille du général de Gaulle qu'il reçoit à sa table, collecteur de fonds. L'indo jamais dite, les missions à haut risque derrière le rideau de fer, les tortures qui donnent envie de se jeter par la fenêtre, les commandos noirs en Algérie, la véritable affaire Ben Barka, les bas-fonds de la politique comme les salons du showbiz, les ghettos noirs d'Amérique, les stars internationales dont Gene Seberg et le mystère de sa mort. Aujourd'hui, Guy-Pierre Geneuil raconte tout. Le Narvalo, c'est bien plus qu'un livre de coups reçus et de coups donnés parfois mortels. C'est le témoignage souvent poignant d'un homme qui a vécu ce que très peu d'hommes ont pu vivre. Page 245. Je suis retourné à Madrid 5 ans plus tard, mais plus en peintre, en compagnon de route d'un très curieux personnage qui allait me valoir de sacrés emmerdements, Georges Figon. Ce fils de famille n'avait pas bien tourné après le lycée. Il avait fait de la tôle. Après avoir payé sa dette à la société, il avait été engagé dans l'équipe qui rédigeait les textes de présentation et les bulles des romans photos dans lesquels j'exhibais mon profil et ma mèche ravageuse. C'était un type pas très grand, un peu rouquin et un peu chauve, la quarantaine, le teint blafard et les yeux vaguement fuyants derrière de petites lunettes. Il était maigre et fluet, avec une petite moustache à l'ancienne, habillé classique, sévère même. Était-ce le fait d'avoir passé sa jeunesse à l'ombre qu'il avait aigri? Il était anti-tout, misogyne et anarchiste à tout crin. Il avait très vite essayé de faire ami avec moi. Pas moi. Mais j'étais bien obligé de travailler avec lui. Côté boulot, il était extra, et bientôt, il a fait les textes des 10 romans photos qu'on publiait par mois, plus le contrat avec Femmes d'aujourd'hui, auquel on fournissait un film mensuel tourné en décor naturel. Figon me racontait des trucs, mine de rien, des histoires sur des voyous. Je l'écoutais sans répondre, méfiant. J'ai parlé de Figon à Joe Attia. Joe a éclaté de rire. Tu ne savais pas? Il travaille pour le SDEC. Pour le SDEC. J'ai voulu en savoir plus et j'ai essayé de contacter Bob. Manque de bol, on m'a répondu au téléphone qu'il était parti du service. Et je n'avais jamais eu aucun autre contact que lui à la piscine. Un jour, le patron des Trois Canards m'a téléphoné chez moi, cité des artistes, pour me commander des toiles. C'était lui aussi un type que j'avais connu au temps de ma jeunesse aventureuse. Son bistrot était fréquenté par des gens fameux, les Ampa, les Guérini, les Franchini. Dès l'entrée franchie, on m'a fouillé pour savoir si je ne portais pas un feu. Aux Trois Canards, tous les truands scotchaient leur feu en dessous de leur table en cas de descente de police toujours possible. J'étais à peine entré qu'un mec a cogné à la porte, Figon. Il gesticulait à sa façon habituelle, poliment. Le mec du sas a entrebâillé la porte, et j'ai entendu cette énormité de la bouche de Figon. Il était avec moi. Il avait rangé la bagnole et il me rejoignait. Il m'avait suivi. Ils l'ont viré, et le patron m'a fait savoir en termes clairs que si je remettais jamais les pieds chez lui avec ce type, ce serait Tintin pour mes toiles. Un mois plus tard, on est venu me demander d'aider l'agence de romans photo à passer des contrats en Espagne, puisque j'y étais déjà allé et que je m'y étais fait des relations, et d'y emmener aussi Figon, notre rédacteur vedette. Je suis donc allé prendre l'avion à Orly avec mon moustachu anard à petites lunettes. On était en train d'attendre l'appel pour notre vol pour Madrid, quand un type est arrivé, genre méditerranéen, de belle stature. Figon est allé parler avec lui un peu à l'écart, sans me le présenter, et ils ont discuté avec animation pendant un petit instant. J'ai entendu à un moment le type prononcer cette phrase. « À ton retour, Georges, il faudra que je te parle de langoustes. » Puis Figon est revenu vers moi. Le haut-parleur nous appelait pour le vol de Madrid. Plus tard, aux photos parues dans les journaux lors de la fameuse affaire Ben Barka, j'ai reconnu le bonhomme, Lopez. Je crois me souvenir qu'il était chef d'escale à Orly. Après le décollage, j'ai demandé à Georges Figon qui était-ce. Il a secoué son whisky. Un copain. À Madrid, on s'est installé à l'hôtel José Antonio, et j'ai contacté le colonel C, chef madrilène de la Guardia Civile. C'est lui qui, à Saint-Sébastien, était venu s'excuser au nom de ses hommes. Outre son travail de policier, il était très introduit dans le showbiz espagnol. On a dîné ensemble tous les trois et Figon a commencé. Il voulait absolument que je traduise au colonel une déclaration comme quoi il était anarchiste. Je lui ai dit de se calmer, mais il a insisté tellement que je me suis retourné vers C et, en espagnol, un gitan ça parle facilement l'espagnol bien que je ne l'écrive pas,
Ne me cassez pas ma cabane, ce mec est dingue, mais j'en ai besoin pour le boulot. Alors soyez gentil, ne faites pas une histoire avec ce qu'il me demande de vous traduire. C a éclaté de rire en écoutant ce que Figon avait à lui transmettre. Pobre coño, qu'est-ce que tu dois souffrir d'être anarchiste? J'ai traduit. Figon en mangeait sa moustache. Blême. Après, pour les curés, C m'a fait traduire comment, dans des tôles espagnoles, on coupait les oreilles aux morts anarchistes pour les resservir en soi-disant calamars grillés à leurs copains dans les cellules. Figon n'a pas bronché. Et puis, dis-lui que c'est ok, il m'a baisé. J'ai traduit, et le colonel lui a lancé sur l'épaule des claques à lui arracher ses lunettes, et on a obtenu ce pourquoi on était venu, du piston dans les studios madrilènes, à l'époque tous contrôlés par la Guardia Civile pour mes romans photos. Le matin de notre départ pour Paris, Figon, avec qui j'avais fait la fête la veille, avait du mal à se réveiller. Comme je le secouais, il s'est soulevé sur les coudes, complètement lucide et avec un petit air narquois. « Pourquoi tu t'excites? On va retarder l'avion. » Il a décroché son téléphone et il a demandé un numéro à Orly. Là-bas, il a eu quelqu'un à qui il s'est présenté comme un ami de Lopez. Il a carrément dit qu'il fallait retarder le départ de notre vol Air France. Effectivement, quand on est arrivé à l'aéroport de Madrid, l'avion prévu pour 7 heures nous attendait toujours et il était 8h15. Lopez nous a accueillis à Orly. Figon avait l'air important pour lui. Ce retour de Madrid, c'était au printemps 1965. Quant à la mort de Mehdi Ben Barka, le plus important des opposants au roi du Maroc de l'époque, elle se situe aux alentours de la fin octobre ou début novembre 1965. On ne l'a jamais su avec exactitude. En tout cas, c'est le 25 octobre 1965 qu'il fut enlevé en plein Paris, place Saint-Germain-des-Prés, à la sortie d'un déjeuner dans la célèbre brasserie Lippe, et enlevé dans une voiture de service empruntée au parc automobile de la brigade mondaine. Le rapport entre mon voyage à Madrid et l'enlèvement puis la disparition de Ben Barka? Il est simple. Après la disparition de Ben Barka, un mandat d'arrêt a été lancé contre Figon. Un mandat pour meurtre. Quelques semaines plus tard, il devait trouver la mort dans des conditions mystérieuses. Et tous ceux qui le connaissaient ont eu des problèmes, dont moi. J'en reviens à l'époque qui a suivi mon retour de Madrid. Comme l'agence de romans photos prenait de l'extension, il a fallu déménager et on s'est installé dans le quartier de Sèvres-Babylone, rue de la Chaise, juste à côté d'un de ces nombreux immeubles de flics disséminés un peu partout dans Paris et ignorés du public. Parallèlement à son travail de rédacteur chez nous, Figon commençait à jeter les bases d'un canard anarchiste, tout en magouillant dans des groupuscules louches qui se créaient un peu partout. Ce malin s'était rendu indispensable à l'agence, c'était pour lui une couverture idéale. J'allais de nouveau chez Charlie, rue Chaussée-d'Antin, où je retrouvais les copains cinéastes qui commençaient à faire leur trou. Et Jean Seberg, avec qui je suis devenu ami. Elle était très marrante. Quand elle entrait dans le café, tous les types s'arrêtaient de parler tellement elle était mignonne. Je continuais à peindre et mes expositions se succédaient. Bref, j'étais en train de me ranger une nouvelle fois. Mais ça doit être écrit depuis que je suis né. Dès que je m'embourgeoise, la java de la vie me retombe dessus. Un soir de la fin octobre 1965, j'avais rendez-vous avec un client pour une toile au Gavroche, la boîte de Joe Attia, rue Joseph de Maistre. J'étais en train d'attendre mon client et, autour de moi, les Julots et les Pierreuses ne se gênaient pas pour parler à voix haute puisque j'étais un ami de Joe. Et j'ai entendu l'histoire suivante. La veille au soir, dans la chaufferie d'une maison des environs de Paris, des Arabes avaient découpé un autre Arabe et grillé un à un les morceaux dans la chaudière. Les voyous ne comprenaient pas grand-chose à tout ça, surtout qu'il paraît que des condés, autrement dit des flics, assistaient au massacre. 2 ou 3 jours plus tard, j'étais en train de prendre mon café au bistrot à côté de chez moi, au coin de la rue Ordener et de la rue d'En-Raymond, quand j'ai déplié mon journal. Je me suis aussitôt bloqué. C'était le très gros titre. L'affaire Ben Barka commençait. J'ai lu l'article jusqu'au bout. Comment les voyous avaient-ils appris l'événement avant tout le monde? Et mes ennuis ont commencé. Illico. Je repliais mon journal quand un habitué est venu s'asseoir à côté de moi avec son dog allemand, un type dont je m'étais toujours méfié, une balance notoire du 18e arrondissement. Il a aussitôt sorti sa carte de flic, et alors tous les autres consommateurs m'ont regardé d'un air bizarre. J'étais furieux. Il avait quelques questions à me poser. Il souriait et il a tapoté le journal, au sujet de ça. Toutes les surveillances exercées autour de Figon depuis sa sortie de tôle se recoupaient. On me voyait très souvent avec lui, par exemple à Madrid, au printemps, etc. J'ai eu beau lui expliquer qu'on travaillait ensemble, il n'en démordait pas. Je voyais trop souvent Figon. Figon disparu aujourd'hui. En cavale et avec un mandat d'arrêt pour crime aux fesses. En bref, j'étais mouillé. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre de ses airs de douter de ce que je lui racontais et je lui ai dit « Ras-le-bol de tes questions, tire-toi ». Il a blêmi et il s'est levé. Il a tiré son dog allemand par la laisse. Il se tirait sans payer son café, je l'ai rattrapé sur le seuil. Tu t'imaginais que je t'invitais? Je me suis dirigé vers le Bougna en face, chez Pradel, où j'avais rendez-vous avec un client pour une toile. Un mandataire des Halles en fruits de mer, homards, langoustes et compagnie. Le type était là, mais il n'avait pas l'air gai. Il ne pouvait plus m'acheter ma toile, et n'avait plus le rond pour ça. Motif, il venait de perdre son capital dans une affaire de langoustes qui venait de s'écrouler. Voici ce qu'il m'a raconté.
L'affaire avait été montée avec un Arabe et elle consistait à détourner l'embargo commercial décrété par les Américains à l'encontre du régime cubain de Fidel Castro. À cause de cet embargo, tout le juteux marché américain était fermé pour les Cubains, et les chambres de congélation de la Havane débordaient de langoustes invendues. Alors les Cubains avaient eu recours au truc classique de tous les pays soumis à embargo, le combiné triangulaire, c'est-à-dire vendre leurs langoustes à un pays non soumis à embargo par les États-Unis, d'où les langoustes repartiraient chez les Américains comme venant du pays relais. Et c'est Paris qui avait été choisi comme relais. L'intermédiaire, la clé du trafic, était un type à la fois lié à la France, puisque marocain, et lié à Cuba parce que communiste. Le mandataire avait mis tout son pognon dans l'affaire. Il devait recevoir les langoustes cubaines à 5 francs pièce, pour les renvoyer aux États-Unis par bateau français à 25 francs l'unité. Formidable la magouille. Seulement, tout venait de s'écrouler. L'intermédiaire était mort, assassiné. C'était un certain Mehdi Ben Barka, qui, paraît-il, profitait de tout ça pour s'implanter aux États-Unis et y entreprendre de l'agitation pro-cubaine. Voilà ce que m'a raconté un mandataire des Halles chez Pradel début novembre 1965, quelques jours après le déclenchement de l'affaire Ben Barka. Un mandataire qui a effectivement été mis en état de faillite peu après. Alors, qui a donné l'ordre d'éliminer Mehdi Ben Barka? Oufkir, le chef de la sécurité du roi du Maroc? Une mafia de la pêche? Ou la CIA? Ne me demandez pas mon opinion, je n'en ai aucune. Je ne fais que répéter ce que j'ai vu et entendu. Peu après l'affaire, j'ai lu qu'un mandataire en langouste des Halles, un autre que mon client, avait été retrouvé mort, suicidé d'une étrange façon, la gorge tranchée, style sourire kabyle. L'embargo américain sur Cuba dure toujours. Pendant ce temps, l'affaire s'enflait dans les journaux, à la radio et à la télé. Le beau scandale politique. Les 2 flics qui avaient prié Ben Barka de monter dans leur voiture devant chez Lip passaient de sales quarts d'heure à la DST. Quant à Figon, il courait toujours, et il narguait tout le monde. On voyait partout des photos de lui en cavale, devant la porte du quai des Orfèvres, devant la porte du ministère de la Justice, place Vendôme. Il a même eu la couverture de Paris Match. Bien sûr, il avait rasé son bout de moustache, enlevé ses lunettes, mais pas de doute, c'était bien lui. Alors ça chauffait entre la presse et les flics. Les journalistes convoqués par Figon se retranchaient derrière le secret professionnel, et les photos continuaient, avec des lettres de Figon. Un jour, il leur a même refilé des papiers signés par moi, des trucs de rien du tout, des rencarts pour un tournage de film, des projets de scénario, etc., mais signés de moi. Alors évidemment, j'ai eu aussi droit aux appels des flics. Il a fallu que je rue dans les brancards pour leur faire admettre qu'il y avait des quantités de gens à l'agence qui travaillaient avec Figon. Oui, mais moi, répétait-il, j'étais celui qu'on voyait le plus avec lui. Je hurlais normal, puisqu'on travaillait ensemble. Ils ont bien fini par admettre. Le problème avec les flics, c'est qu'ils vous gardent toujours dans un coin de leur mémoire. En les quittant, je n'avais qu'une envie, trouver Figon et lui passer une java. Je tournais et retournais tout ça dans ma tête de narvalo. 1 heure plus tard, en face d'un demi, chez Pradel, quand celui-ci m'a fait signe après avoir décroché son téléphone. L'appel était pour moi. J'ai pris l'appareil et j'ai failli recracher ma gorgée de bière. Figon. Et juste après ma sortie de chez les flics. La coïncidence était un peu grosse. Il demandait à me voir de toute urgence, à 18h, à la brasserie Le Scossa, place Victor Hugo. Je me suis fait un sourire pour moi tout seul. Bien sûr, mon vieux, que je vais venir, et tu vas voir la baffe que tu vas prendre. À 18h, j'arrivais devant le Scossa, remonté à bloc. Figon était assis à la terrasse, peinard, l'air de se foutre complètement d'être reconnu par quelqu'un. En me voyant, il a même fait un bras d'honneur aux gens. Je me suis assis à côté de lui, méfiant. Il a attaqué tout de suite, il parlait très vite, et il était encore plus blanc que d'habitude. Tous ses appuis le lâchaient. Ceux qui lui avaient promis un vrai faux passeport et de l'argent raccrochaient quand il appelait. Et de conclure, aide-moi, trouve-moi un passeport et du pognon. J'ai réglé l'addition. Viens, on va marcher un peu, on sera plus tranquille. On est parti vers l'Étoile. Il insistait. Alors, tu réponds ? Moi, je gambergeais. L'attirer dans une petite rue pour lui péter la gueule, c'était facile. Et le filer aux flics après, facile aussi. Mais je n'ai jamais été une donneuse. Et mon idée de vengeance me tombait brusquement des mains. Figon n'était plus à côté de moi qu'un type dont les mains tremblaient. Plus du tout le frimeur de la terrasse du Scossa. Le traqué total, le bout du rouleau. Alors j'en ai eu marre et j'ai joué au con, genre « je vais voir ce que je peux faire pour toi, rappel ». Il s'excitait. Si je ne lui trouvais pas ce qu'il me demandait, il se flinguerait. Il avait connu la tôle, il mourrait en homme libre. Il a ouvert son manteau pour me montrer son feu. On avait atteint la place des Ternes, et c'est un paumé voûté avec son flingue dans le manteau que j'ai quitté avant de descendre dans le métro. Le lendemain, j'ai appris par la radio que Figon s'était suicidé dans sa planque au rez-de-chaussée de la rue des Renaudes, 17e arrondissement, en voyant arriver les flics qui avaient fini par retrouver sa trace. Ou qu'on l'avait suicidé. Comment ? Aussi sec, les flics ont pensé à moi. Chez Figon, ils avaient trouvé une de mes casquettes. Je la lui avais prêtée un jour de tournage en extérieur l'hiver dernier, pour protéger du froid son crâne chauve, et ils ne me l'avaient jamais rendue. Ça a commencé à chauffer pour mon matricule, mais leur soupçon sur la casquette n'était pas suffisant. Ils n'avaient rien de solide contre moi et ils le savaient.
d'autant plus que des quantités d'autres pistes que la mienne pouvaient exister. Lesquelles? Qui connaissait l'adresse de la planque? Ils ont bien dû finir par trouver quelqu'un puisqu'ils m'ont fichu la paix. Quelques jours plus tard, un contrôleur de police, un ami, un vrai, est venu me voir. Il valait mieux que je me mette au vert un bon bout de temps. Ceux que la mort de Figon arrangeait risquaient aussi de souhaiter très fort la mienne, suivant le principe qu'on ne sait jamais et qu'il vaut mieux prendre toutes ses précautions. Figon m'avait peut-être trop parlé, ou peut-être pas du tout, peu importait. Pour eux, je représentais un risque. Mon ami se chargeait d'organiser mon départ, tout de suite. Il m'a présenté à un homme qui travaillait pour le gouvernement. Cet homme m'a expliqué ce qu'on attendait de moi, faire des repérages minéralogiques dans un pays connu pour sa richesse en minéraux. Il m'a fait tout un topo technique auquel je n'ai rien pigé, mais je m'en foutais. Quartz, soufre, télème ou arsène, c'était du chinois. Tout ce qui comptait, c'était de me tirer de ce merdier et d'attendre que les choses se tassent. Et voilà comment je me suis retrouvé, après un vol sans histoire, via le Luxembourg, à l'hôtel Saga à Reykjavik, capitale de l'Islande, la patrie des glaciers et des geysers, avec une lettre de recommandation pour quelqu'un, une carte de crédit américaine en poche, et l'assurance donnée que tout le temps que durerait mon absence, on prendrait soin de ma famille. J'ai juré de ne jamais révéler de qui venait ce soutien. En tout cas, ça m'a fait chaud au cœur qu'en haut lieu, quelqu'un n'ait pas été ingrat après tous les services rendus dans le passé. Quelqu'un qui savait que j'étais peut-être un narvalo, mais pas un truqueur. File-moi de l'agneau, mon pote. Donne-moi de la chenoute.